Chers amis, chers abonnés, bonjour. Aujourd'hui, on traite d'un thème récurrent, d'une question récurrente. Pourquoi mon partenaire, pourquoi mon ex a agi de telle manière avec moi? Comment est-il possible qu'il ait pu me faire ça compte tenu de ce que l'on a vécu? On a vécu ci, on a vécu ça, pourquoi au début il était comme ci, pourquoi après il était comme ça, pourquoi ceci, pourquoi cela? Pourquoi l'autre a agi comme ça avec moi? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça raconte? J'entends ce questionnement, je comprends ce questionnement. La preuve, je tente d'y répondre. C'est normal que quand vous vivez une situation de turpitude qui génère du désagrément, soit la situation est actuelle, soit la situation est antérieure. C'est-à-dire que vous avez rompu avec la personne ou cette personne a rompu avec vous. Soit c'est vous qui avez pris la décision de rompre, soit c'est l'autre qui a rompu, qui vous a quitté, autrement dit. Soit vous êtes encore ensemble mais vous ne comprenez pas pourquoi votre partenaire a agi de telle manière avec vous. Si cette question est récurrente, c'est parce que cette problématique est récurrente, bien évidemment. Si ce questionnement est plein de bon sens, c'est qu'il est logique et légitime qu'un être humain se pose ce genre de questions. Un être humain se pose ce genre de questions parce qu'il a besoin de comprendre. Un être humain se pose ce genre de questions parce qu'il a besoin de coller, d'une certaine manière, des étiquettes. Il faut que le comportement de quelqu'un puisse s'expliquer. C'est très important de mettre un mot sur, effectivement, une circonstance, une situation. C'est important pour l'être humain de coller une étiquette. Ça vient clarifier un certain nombre de choses. Or, ces étiquettes ne sont pas toujours aussi simples que cela à coller, si je puis dire. Donc, attention à cette recherche, parfois vaine, souvent vaine, de vouloir absolument étiqueter le comportement d'un partenaire, d'un ex. Prenez quand même conscience qu'il y a toujours quelque chose qui vous échappera toujours. Estampille ou non, étiquette ou non, diagnostic ou non. Pourquoi? Parce que même si on colle une étiquette, c'est une métaphore, coller une étiquette, à elle seule est peut-être susceptible d'expliquer le type de comportement, mais elle n'est pas susceptible de résoudre, pour ne pas dire de résorber, le jeu d'un certain nombre de questionnements qui vont s'imposer à vous. Certes, ça peut permettre d'organiser un certain nombre de choses, mais ça laissera toujours en suspens un certain nombre de questionnements. Même si ce jeu de questionnement, c'est toujours pourquoi l'autre a agi ainsi et au nom de quoi, au nom de quelle problématique, au nom de quelle estampille, effectivement, ça n'arrêtera pas. Ça peut même influencer encore plus un certain nombre de questionnements, parce que ça reste très théorique. Or, vous avez une évaluation avec votre ex, éventuellement l'ex ou le partenaire actuel, dont vous ne comprenez pas ses comportements. C'est pas que théorique, ça. C'est du ressenti, c'est du vécu, c'est de l'émotionnel, c'est de l'affectif. Les théories et émotionnelles et affectives ne font pas toujours très bon ménage, je vous le dis tout de suite. Il y aura toujours un hiatus, il y aura toujours du questionnement, il y aura toujours une incompréhension. Donc le jeu de questionnement est toujours permanent et ça vous échappera toujours pour une raison d'ailleurs très simple, c'est que si la personne, voilà, si vous êtes par exemple, disons, un bon névrosé, voilà, vous avez votre petit système, voilà, d'hystérisation symptomatique, voilà, de ce petit système d'obsession, voilà, pour ne pas dire de rumination, puisque l'obsession de l'ex, et puis se poser trop de questions en lien avec l'ex, effectivement, s'assimile très rapidement à la rumination, bien évidemment, à ce caractère tout à fait obsessionnel qui fait partie de la névrose, voilà, dans la mesure où ça ne doit pas être trop invalidant, bien sûr, et puis à ce caractère un tantinet phobique que peut présenter effectivement un certain nombre de psychopathologies névrotiques. Voilà, je la fais courte sur l'angoisse. L'angoisse vient savamment se jumeler sur le symptôme, sur les obsessions et idéatives, en règle générale, et bien évidemment sur le caractère phobique situationnel en règle générale, en lien avec une situation. Voilà, les 4 éléments, phobie, obsession, symptômes hystériques de conversion, et donc l'angoisse. Ce serait l'estampille, les caractéristiques principales, il y en a bien d'autres bien évidemment,
de la névrose. Admettons que vous soyez donc dans la névrose, donc en présentant ce genre de psychopatho, bien sûr, d'éléments, de caractéristiques psychopathologiques, soyons d'accord là-dessus. Finalement, cette vidéo devient une espèce de cours de psychopatho, mais prenez, ça peut toujours vous être utile. Hein, beaucoup de gens regardent YouTube pour savoir, pour comprendre. Eh bien écoutez, si cette vidéo peut participer à votre savoir et à votre compréhension des choses, des mécanismes et de l'instauration et de l'élaboration de la psyché humaine, m'en voilà réjoui, si je puis dire. Je poursuis, si vous le permettez, mon laïus, parce que mon idée de base n'était pas là. Mettons que vous soyez bon névrosé, comme je le disais tout à l'heure, avec ces grandes caractéristiques cliniques. Si votre partenaire est manipulateur, si votre partenaire est un tantinet, plus qu'un tantinet, une personnalité présente, une structure psychique sous la forme d'une personnalité narcissique, ça vous échappera toujours pour une raison très simple, vous ne fonctionnez pas comme ça. Comment vous pouvez absolument arriver à comprendre quelque chose alors qu'effectivement vous ne fonctionnez pas comme ça? Eh bien ce n'est pas accessible. Indépendamment de tout cela, c'est énorme, c'est absolument énorme, mais ce n'est toujours pas l'intérêt de mon intervention. Tout est utile, mais ce n'est pas l'intérêt, ce n'est pas là où je veux en venir. Mais je suis obligé de passer par là pour pouvoir vous montrer la cabane au fond du jardin, comme dirait l'expression. Ce jeu de questionnement sempiternel, éternel, sans fin, aliénant, obsédant, doit rencontrer à un moment donné une limite. Et la limite, c'est pas la recherche de compréhension de l'autre, parce que plus vous allez chercher à comprendre l'autre, et moins vous le comprendrez d'une certaine manière, et plus ça relancera ad vitam aeternam, comme dirait l'expression, un jeu de questionnement permanent, aliénant. Donc, vous ne parviendrez pas pour autant à vous en dégager. Le jeu de questionnement, où doit-il être? Doit-il être automatiquement chez l'autre? Grande question de fond. Il me semble que la réponse est non. Que vous vous intéressiez à ce qu'il se passe dans la vie de l'autre, à sa structure psychique, et à ce qui est susceptible d'expliquer cliniquement pourquoi l'autre s'est comporté de telle ou telle manière, ok. Tout ça est recevable. Tout ça est entendable. Tout ça est à considérer. Mais à un moment donné, qui se pose la question sur le comportement de l'autre? Ben c'est vous. C'est celui qui se pose la question. Eh bien, cette personne-là, qui se pose beaucoup de questions par rapport à l'autre, je pense que cette personne-là devrait se poser des questions par rapport à elle. C'est pas pourquoi l'autre a agi comme ça qui est intéressant. Je dis pas que ça ne l'est pas intéressant. Mais ce qui me semble plus intéressant, c'est pourquoi moi j'ai fonctionné comme ça, compte tenu que l'autre a agi comme ça. Ça me paraît intéressant. Parce que vous redevenez acteur de quelque chose. Pourquoi j'ai subi? Pourquoi j'ai accepté de subir? Pourquoi j'ai fonctionné comme ci? Pourquoi j'ai fonctionné comme ça? Il est là le jeu de questionnement. C'est pas qui est l'autre et comment fonctionne l'autre, même si c'est intéressant. C'est qui je suis, moi. Qu'est-ce que je présente comme caractéristique pour que l'autre ait pu se permettre de telle ou telle chose avec moi? Pour que l'autre puisse se permettre d'agir de telle ou telle manière avec moi? Qu'est-ce que ça raconte pour moi? Comment ça se fait qu'effectivement, j'ai manqué d'aplomb? Comment ça se fait que je n'ai pas su me positionner? Comment ça se fait que je n'ai pas osé? Par quoi j'étais pris moi-même? Qu'est-ce que mon comportement avec mon partenaire, un tantinet malveillant avec moi, un tantinet manipulateur, et un tantinet un minima, hein, des fois c'est un maxima, un tantinet narcissique, voilà, pourquoi moi j'ai fonctionné de telle manière? J'ai été porté par quoi? Et vous verrez que le grand jeu de questionnement, et ça me paraît intéressant, c'est toujours le questionnement en lien avec soi. Pour une raison d'ailleurs très simple, ça a déjà été dit dans d'autres vidéos, je le redis. Je le redirai, les amis, c'est que si vous ne prenez pas conscience du pourquoi, du comment, façon de parler, en tant que faire se peut, si tant est que ça soit accessible, si vous ne prenez pas conscience de ça par rapport à un partenaire, eh bien effectivement, ça risque de recommencer. Donc, la remise en question, au sens très psychologique du terme, au sens analytique du terme, comment se fait-il? Quelles sont mes caractéristiques qui font que
Elles ont fait le jeu de l'autre. De quoi l'autre s'est servi de moi pour pouvoir effectivement me faire agir de telle manière, me faire réagir de telle manière, m'affubler de telle ou telle chose, me culpabiliser de telle ou telle chose, se victimiser de mes comportements, et ainsi de suite. De quoi s'est-il servi chez moi? De mon champ de culpabilité, de mon trouble de confiance, de ma difficulté à me positionner, de mes peurs, de mes angoisses, sachant que l'autre, je lui ai confié mon histoire, qu'il est tout à fait au courant de mon histoire, et de mes failles. Ce ne sont pas des faiblesses, ce sont des failles. Tout être humain a des failles. Des petits défauts, des petites souffrances, des grandes souffrances, des blessures, des troubles, des caractéristiques. Une personne qui a mal agi avec vous, qui a été, comme qui dirait, malveillante, se sert de ça, sans que vous vous en rendiez compte. Qu'est-ce que j'ai montré à l'autre dont il a pu se servir? Et là, le jeu de questionnement, il est intéressant. Ça ne veut pas dire que c'est simple, hein. C'est bien souvent psychothérapeutique, on ne voit pas forcément tout ça tout seul dans son coin. Voilà, si quelques vidéos à droite, quelques lectures à gauche peuvent vous aider, mais je pense que ça va quand même au-delà de ce genre de choses. Et puis, vous savez très bien que l'être humain, sa problématique n'est pas forcément une problématique de compréhension ou d'étiquetage, soit sur les autres, soit sur lui-même. Il a une difficulté, bien évidemment, au-delà de sa compréhension des choses, il a une difficulté dans l'agir. C'est pas le problème de comprendre, c'est qu'en fait-il de ce qu'il a compris? Et comment mécaniquement arrive-t-il, l'être humain, à fonctionner autrement compte tenu de ce qu'il a compris? C'est pas difficile de fermer un bouquin. Bon sang, mais c'est bien sûr, j'ai compris ma problématique. C'est pas un problème de compréhension, c'est un problème d'agissement. Parce que les agissements, c'est sous forme de réflexe. Certes, la compréhension viendra interférer un tantinet, bien sûr, mais les agissements fonctionnent bien souvent sous forme de réflexe, et notamment à l'émotion, avec toutes les caractéristiques qui peuvent se greffer autour de tout ça. Effectivement, l'empathie, trop d'empathie, la difficulté à se positionner, l'incapacité à dire non ou la difficulté à dire non, voilà, vouloir faire plaisir aux autres, une personnalité en retrait, voilà, un trouble de confiance, un trouble d'estime de soi, et j'en passe. Et j'en passe. C'est avec ça que l'autre a composé. Donc les grands questionnements et le grand travail, il n'est pas un travail d'investigation en lien avec l'autre et ses caractéristiques. Comment se fait-il que j'ai laissé autant de marge de manœuvre à l'autre? Ça me paraît fondamental non seulement, et source de travail et d'investigation notoire. Ça, c'est important. Qui est l'autre? Oh là là! Est-ce que c'est aussi important d'estampiller l'autre et diagnostiquer l'autre? Très rapidement, on est renvoyé. Est-ce que le comportement de l'autre me convient, oui ou non? S'il ne me convient pas, comment je me positionne? Comment se fait-il que je ne me suis pas positionné? Je me suis positionné, mais l'autre ne m'a pas entendu, mais je suis resté, et j'ai surenchéri, et ainsi de suite. Tout ça est questionnant. Quelle était ma peur? Quelle était la chose qui faisait que je suis resté? Il y a forcément une raison et des explications. La peur du vide, la peur du manque, la dépendance affective, et ainsi de suite. Votre manipulateur, votre personnalité narcissique, la personne que vous avez en face de vous qui n'est pas très bienveillante, va allègrement, bien évidemment, se servir de tout ça. Voilà, donc si vous ne prenez pas conscience de qui vous êtes, d'où vous venez, comment ça marche, et puis d'essayer d'avoir une meilleure mécanique de fonctionnement relationnel, psycho-affectivo-relationnel, pour ne pas dire émotionnel, si tant est qu'on ajoute cette caractéristique-là, eh bien effectivement, il y a le risque que ça recommence avec quelqu'un d'autre. Bien évidemment pas en mode copier-coller, mais sous une autre mouture, sous un autre prisme, mais avec effectivement le même type de caractéristiques. Vous n'êtes pas voué qu'à rencontrer ce genre de personnes, bien évidemment, mais en tout cas vous n'êtes pas vacciné, c'est le mot très à la mode, vous n'êtes pas vacciné contre le fait que quand vous êtes dans les mains de ces personnalités-là, eh bien effectivement, que pouvez-vous prétendre à utiliser comme joker pour pouvoir effectivement attirer, à sortir grandi de ce genre de parti et de sortir par le haut de ce genre de situation? Ça, c'est une vraie question. Voilà. Donc, à ces questionnements légendaires et récurrents, attention, la balle, elle est dans votre camp, ne l'envoyez pas là où
bon vous semble de l'envoyer. Je ne suis pas persuadé que c'est là qu'elle doit atterrir. La balle est dans votre camp, et puisqu'elle est dans votre camp, essayez bien évidemment de la négocier. Négocier la balle, hein. Pas négocier avec je ne sais qui ou je ne sais quoi, mais de négocier cette balle, d'être opportuniste et de la cheminer jusqu'à votre but. Une balle, quelque part, doit s'acheminer vers un but. Voilà. Mais toutes les balles ne sont pas vouées à aller dans un but, puisque le tennis, il y a une balle et qu'il n'y a pas de but. Le volleyball, il y a une balle et qu'elle ne va pas dans un but. Mais elle va dans un périmètre, et c'est tout aussi intéressant, le but ou le périmètre. Un petit like si la vidéo vous a plu, un petit abonnement si le contenu des vidéos de cette chaîne vous convient. Chers amis, chers abonnés, grandissime plaisir de vous avoir parlé de tout ça, de vous avoir éveillé sur tout ça. J'ai fait long, mais je n'ai jamais su faire court, donc on me le reprochait déjà dans mes dissertations ou autres explications de texte ou autres cas cliniques universitaires, mais je continue donc le parti de prendre amplement un peu de temps, de votre temps, mais afin de le rendre utile et de vous tenir un propos et d'une, plein de bon sens, et de deux, plein de connaissances, et de trois, visant effectivement à ce que cette intervention vous soit bien évidemment utile. Recentre un petit peu les choses, attention à ce qui est hors cadre. Quand on parle d'un tableau, d'une œuvre, effectivement c'est intéressant de regarder l'œuvre. Certes, le tabouret ou le chevalet, n'est-ce pas, sur laquelle cette œuvre d'art est posée, me semble tout à fait intéressant, mais effectivement, le chevalet sur laquelle une œuvre est posée n'en fait pas pour autant partie. Voilà, une œuvre, qu'elle soit sur un mur blanc, qu'elle soit sur un mur marron, qu'elle soit sur un mur vert, qu'elle soit sur un chevalet, qu'elle soit posée par terre, c'est toujours une œuvre. Tout ça pour vous dire, bien évidemment, que ne regardez pas à côté quand c'est à un endroit bien précis que ça se passe. Quand on parle d'un tableau, on ne parle pas de ce qui est autour, tout simplement. Eh bien, passez une bonne soirée, une bonne semaine, et à la semaine prochaine, bien évidemment, avec un autre thème, et avec toujours le même grand plaisir. Prenez grand soin de vous. À très bientôt.